Si tout le monde est prêt, je vous propose qu'on démarre. Effectivement, petit avertissement peut-être de démarrage si tout le monde veut bien effectivement fermer son micro lorsqu'il n'intervient pas pour éviter les petits bruits parasites. Et voilà, je vous informe avant de commencer donc l'atelier est enregistré et que donc il est filmé et que ceux qui le souhaitent pourront faire la demande pour le revoir sur l'adresse expert-comptable au singulier @aesio.fr. Voilà, bah écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet atelier. Alors, je vais me permettre très rapidement en ouverture de vous rappeler ce qu'est le groupe Aesio, que je représente, et surtout vous expliquer pourquoi ce sujet que nous avons proposé de traiter aujourd'hui est central dans nos réflexions en tant qu'organisme de complémentaire santé. Alors, le groupe Aesio, c'est un groupe mutualiste qui est formé par 3 mutuelles interprofessionnelles, Adrea, Preva et Eolienne CD, qui ont décidé en 2016 de s'associer, notamment pour mieux répondre aux demandes des entreprises et des salariés en matière de protection sociale, santé, prévoyance, mais aussi en matière de services que nous proposons et qui viennent compléter et enrichir nos offres d'assurance. Ces mutuelles, je vous le dis d'ailleurs, s'apprêtent à voter leur fusion. Et donc, elles vont créer au 1er janvier 2021 une unique mutuelle qui s'appellera donc Aesio Mutuelle. Alors, notre objectif, je vous le disais, c'est d'accompagner nos adhérents au-delà de la simple offre d'assurance que nous proposons et de les aider du coup à prendre soin de leur santé. Notre groupe investit pour cela massivement sur des dispositifs de prévention. Notre conviction, c'est qu'en tant qu'organisme complémentaire santé, il est de notre responsabilité sociale de mettre au service de nos adhérents notre expertise en matière de prévention, et cela en se mettant à l'écoute de leurs besoins et en co-construisant avec eux les dispositifs de prévention qui leur sont le plus adaptés. Alors, dans cette logique, la qualité de vie au travail, c'est un thème de prévention majeur. Et beaucoup d'entreprises, j'allais dire même de plus en plus, nous demandent de les accompagner sur ce sujet. Vous savez, moi, je travaille chez Aesio au sein de la direction de la RSE. Et nous, on place les sujets de qualité de vie au travail au cœur de notre stratégie RSE. Et ça, on le fait aussi bien pour nous en tant qu'entreprise avec nos propres salariés, mais aussi en le mettant au service de nos adhérents et en les accompagnant sur ces sujets dans notre offre de services de prévention. Parce que la RSE, c'est avant tout pour une entreprise la manière de s'interroger sur ses principaux risques sociaux, sociétaux, environnementaux, et d'en faire autant d'opportunités au service de la performance globale. Et c'est en ça qu'on pense que travailler sur la qualité de vie au travail de ses salariés, ça doit être appréhendé comme un investissement au service de la performance de l'entreprise. On dit souvent qu'une entreprise ne peut être en bonne santé que si les salariés sont eux-mêmes en bonne santé. Et c'est tout le sens de notre démarche. Et j'allais dire encore plus dans cette période inédite que nous avons traversée, que nous traversons toujours. La santé morale des salariés, ça va être demain un enjeu majeur pour que les entreprises reprennent leur activité dans les meilleures conditions. Donc finalement, j'allais dire un peu aussi pour lancer la discussion et avant de laisser la parole à Charles Basset puis à Florence Bénichou, il nous a semblé assez évident d'aborder ces questions avec vous. Alors avec un peu de provocation en intitulant cet atelier et si les spécialistes du chiffre s'occupaient de facteurs humains. En fait, ce qui nous est apparu en discutant, en tout cas avec vous, avec vos représentants experts comptables, c'est que votre profession connaît vraiment d'importantes mutations, comme beaucoup de métiers, et que vous avez à cœur, comme nous finalement en tant que mutuelle, d'être pour vos clients un vrai appui au-delà de votre métier d'expert comptable. Donc notre ambition dans cet atelier, c'est de vous convaincre que la QVT, ça peut être aussi bien pour vous que pour vos clients, un angle innovant pour aborder et concilier les questions de santé et de performance. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Charles Basset qui va se présenter mieux que ce que je ne le ferai moi-même et qui va dresser un peu le paysage de la profession justement au regard de ces enjeux avant de laisser la parole à Florence. Alors, je suis expert comptable installé sur Beauvais en région parisienne
un cabinet à taille humaine de 7 collaborateurs. Je suis président ECF Picardie-Ardennes et je suis également membre du bureau national ECF. J'en profite pour vous remercier, le groupe AESIO, de participer à ce congrès. Je suis co-rapporteur également du congrès, qui est une réussite et qui ne pourrait être une réussite sans des partenaires fidèles dont vous faites partie. Alors, je vous remercie aussi de m'avoir invité à participer à cet atelier, parce qu'en effet, l'humain, c'est central dans le cabinet. Et c'est à la fois notre force, mais aussi notre faiblesse. C'est notre force, pourquoi? La force de l'expert comptable, c'est sa relation client. Et on a la confiance de nos clients et elle passe aussi et surtout par l'humain. D'ailleurs, dans les 2 premières semaines qui ont suivi le confinement, quand on recevait 30 appels clients par demi-journée, les clients ne nous demandaient pas de nous positionner sur des axes financiers, ils voulaient juste simplement quelqu'un qui les rassure, qui leur donne une information fiable et qui leur dise « Ne vous inquiétez pas, vous ne traverserez pas cette période difficile seul, nous serons là pour vous ». Alors ça, c'est la force, c'est la confiance qu'on a de nos clients, mais on a aussi des faiblesses, des difficultés et même des menaces sur l'humain avec la gestion et surtout la pénurie de collaborateurs. On a quand même un marché de l'emploi dans la profession qui est totalement inversé, c'est-à-dire qu'on a plus de postes à proposer que de collaborateurs disponibles et on va avoir de plus en plus besoin, même s'il y a la transition numérique, ça doit mener à plus d'humains. Les clients nous attendent sur des missions de plus en plus larges, avec un champ d'exercice de plus en plus grand, et on a besoin de ce fameux capital humain. C'est indispensable. Alors, les conséquences du Covid là-dessus, c'est simple, ça n'a fait qu'amplifier ce constat, c'est-à-dire que le relationnel client, qui était déjà très bon, s'est amélioré d'autant plus parce qu'ils se sont rendus compte, pour ceux qui ne le savaient pas déjà encore, qu'on était le principal et pour beaucoup de TPE, l'unique partenaire et conseil de leur entreprise. Et puis avec les collaborateurs, alors même si ça a été différent selon les typologies de cabinets, selon la maturité numérique, comme on dit, des cabinets, ça a été pour certains extrêmement compliqué. Il a fallu gérer à domicile pour certaines collaboratrices sociales, notamment le stress et l'anxiogénéité des clients qui étaient légitimes. On sait qu'on a eu pendant le confinement de nombreuses démissions aussi, et cette pénurie de collaborateurs va s'amplifier. Et il va falloir qu'on y apporte vraiment des solutions, parce que vous savez très bien qu'en fait, une espèce qui ne se renouvelle pas meurt. Et si on n'arrive pas à avoir suffisamment de collaborateurs pour remplir toutes nos missions, se posera un jour la question de manière pragmatique aussi de notre prérogative d'exercice. C'est vraiment l'humain, me semble, le facteur clé de succès dans les années à venir des cabinets d'expertise comptable. Eh bien, merci beaucoup. Ça me semble effectivement parfaitement introduire, j'imagine, ce que va essayer de démontrer Florence. Donc, je vais lui laisser la parole rapidement. Je la présente très vite, mais elle le fera également beaucoup mieux que moi. Mais il se trouve que voilà, chez AESIO, on est partenaire avec Florence depuis maintenant plusieurs années et on travaille avec Florence, qui est médecin. À l'origine, on travaille sur ces sujets-là et sur des enjeux d'humains qui sont majeurs pour nous dans notre logique et dans notre offre de services de prévention à disposition de nos adhérents. Voilà, Florence, je te cède la parole. Alors, hop. Je n'arrive plus à activer le son. Oui, si, ça marche. Bonjour à tous d'abord. Merci beaucoup. Excuse-moi, Florence. Excuse-moi juste, je fais peut-être un petit préalable pour dire que vous n'hésitez surtout pas à poser des questions par le petit chat que vous avez. Et comme ça, à l'issue de la présentation, je ferai remonter tout ça pour nourrir la discussion. Voilà, excuse-moi, Florence.
Non, je t'en prie, c'est très bien, Nicolas. Merci beaucoup à toi, Nicolas, et au groupe Aesio pour votre confiance, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Merci, Charles Basset, parce qu'on a eu pour préparer cette intervention voilà, quelques réunions très, très riches et très intéressantes sur justement la place du facteur humain dans les entreprises, dans les cabinets, si vous voulez, d'expertise comptable. Alors, quelques mots pour me présenter rapidement, pour que vous sachiez d'où je parle. Moi, j'ai eu 3 vies, une vraie vie de médecin hospitalier, puis une vie de préventeur de la santé physique et de la santé mentale, et je suis entrepreneur maintenant depuis une vingtaine d'années. Et je suis donc la fondatrice et la directrice générale d'un cabinet qui s'appelle Better Human Company, qui ne travaille que sur le conseil en capital humain. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, que ce soit des petites ou des très grosses entreprises, nous abordent justement sur comment améliorer l'engagement des collaborateurs, comment faire que les gens soient bien au travail et comment effectivement est-ce qu'on doit peut-être aussi modifier nos habitudes de travail, nos habitudes de management. Et ça, c'est compliqué parce que quand on a des habitudes ancrées depuis pas mal d'années, bah, c'est pas facile. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle justement « Et si on travaillait autrement ?» et je vous expliquerai, on a mis au point chez Better Human une méthode pour justement aider nos clients à faire progresser les hommes, mais à faire progresser aussi les organisations. Voilà en quelques mots qui je suis. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, et vous allez voir mon propos sera en 3 parties, donc la première, c'est vraiment le constat du monde post-Covid aujourd'hui. Je vous expliquerai aussi pour moi ce qu'est la qualité de vie au travail et puis une petite conclusion. Et surtout, l'objectif, c'est de laisser assez de temps de parole pour que vous puissiez, j'allais dire, poser les questions qui vous taraudent sur ce sujet parce qu'effectivement, bah, c'est très important d'être capable d'attirer les meilleurs collaborateurs, mais d'être aussi capable de les retenir. Alors, mon constat d'abord, c'est le monde post-Covid. Bah, aujourd'hui, on a tous vécu ce confinement, hein, clairement, et on voit bien que le travail a changé. Hein. On est plus rapide, plus digital. La preuve aujourd'hui, un congrès numérique de la profession. Qui aurait imaginé ça il y a encore 6 mois? On a tous vécu un télétravail subi. Ce télétravail implique aussi, en face, un télémanagement, c'est-à-dire un management à distance. Dans vos cabinets qui sont parfois des petits cabinets ou des plus grosses, hein, les tailles peuvent être très très variables évidemment, je pense qu'effectivement chacun a vécu des choses différentes. Ce qu'il faut que vous sachiez, et ça c'est un point important pour vous, c'est que vous, patron de cabinet d'expertise comptable, vous vous dites « Ouh là là, mais on n'a pas travaillé pendant 2 ou 3 mois », mais il y a des gens qui ont mal vécu ce confinement. Et donc on a 35 à 44% de personnes aujourd'hui qui ont mal vécu ce confinement et qui sont en détresse psychologique. Alors attention, de la détresse psychologique, ça peut être de la simple anxiété jusqu'à vraiment la dépression grave. Hein. On a tout un continuum d'éléments. Mais en gros, il faut que vous reteniez qu'il y a un tiers de vos salariés qui n'ont pas forcément bien vécu le confinement. Ce confinement a aussi fait prendre conscience, par le fait de ce télétravail, que les attentes des salariés ont beaucoup changé aussi. Alors ça, c'était avant même déjà le confinement, mais alors après, c'est encore pire, puisqu'il y a encore plus d'envie, d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Et ça, c'est des éléments très, très importants pour moi de constat qu'on a pu faire. Alors ensuite, pendant ce confinement, il y a eu pour tout le monde une surcharge cognitive et des troubles du sommeil. Les gens qui ont travaillé à distance, et on en parlait avec Nicolas juste avant le début de cette petite conférence, clairement, on a tous fait beaucoup de choses à distance, beaucoup en visioconférence, et ça a créé une très grande surcharge mentale et beaucoup de salariés, culpabilisés quand même un peu d'être à la maison, et donc ont beaucoup travaillé. De l'autre côté, beaucoup de gens étaient aussi très anxieux de ce qui se passait, parce que voilà, on a reparlé de la maladie, de la mort, on a été soumis à comment je dirais, une réduction de nos libertés dans le cadre de ce confinement. Et donc, ça a créé beaucoup d'angoisse, de dépression et de troubles du sommeil. Ça, c'est 2 points majeurs. Mais le fait d'avoir été aussi en télétravail a entraîné ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte d'hyper-individualisme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de faire équipe aujourd'hui. Chacun est dans son coin, derrière son ordinateur. Donc, vous voyez, le télétravail, ça peut être très positif, mais attention à l'excès de télétravail aujourd'hui, hein, avec ces 5 jours qu'on a tous un peu subis, ça a créé aussi un hyper-individualisme. Et vous allez voir que le déconfinement va être plus compliqué que le confinement.
Parce que le déconfinement, je dis toujours, il est temps de refaire équipe. Alors oui, on va avoir les mesures de sécurité, le gel, le masque, tous ces éléments que vous avez sans aucun doute mis en place dans chacun de vos cabinets. Il y a aussi le plaisir de se retrouver, très important. Mais surtout, je pense qu'il faut refaire équipe. Et refaire équipe, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans vos cabinets, dans toutes les entreprises, je vous rassure, c'est très important. Si je vous parle de facteurs humains, c'est que quelque part, et vous le savez mieux que personne, ce sont les hommes qui font les chiffres. Et si ce sont les hommes qui font les chiffres, à la fois chez vos clients, les chefs d'entreprise que vous accompagnez, mais dans vos propres cabinets, effectivement aussi, je pense que plus vous vous occuperez de vos équipes, et plus elles s'occuperont bien de vos clients. Et ça, c'est un changement de paradigme pour un certain nombre de managers dans des petites structures où, quelque part, on avait depuis toujours, j'allais dire, la façon de donner aux gens un travail très prescrit, très descendant, voilà, il faut faire comme ça. Et aujourd'hui, les gens veulent tous avoir beaucoup plus d'autonomie, veulent tous avoir un travail intéressant. C'est pour ça que vous avez du mal à garder vos collaborateurs. C'est parce qu'en fait, ils veulent qu'on s'occupe d'eux, ils veulent un travail intéressant, ils veulent un bon équilibre vie pro, vie perso. Et donc, ils ont des exigences beaucoup plus importantes et des attentes beaucoup plus importantes qu'avant. Et si vous n'en tenez pas compte aujourd'hui, vous ne garderez pas vos salariés. Donc ça, c'est un constat, pardonnez-moi, un tout petit peu brutal, mais quel constat que je peux faire aujourd'hui. Nicolas, peut-être un petit mot de Charles Basset pour voir comment est-ce que vous essayez de mettre en place aujourd'hui des solutions, peut-être dans les cabinets d'expertise comptable. Oui, avant peut-être effectivement que tu puisses passer du diagnostic finalement à ce qu'on peut faire concrètement. Peut-être que ça peut faire réagir Charles Basset, ce que tu viens déjà de dire, mais qui faisait écho aussi à ce qu'il disait en ouverture, il me semble. C'est exactement ça. Alors vous avez pointé du doigt l'une des raisons. Alors on avait un problème de salaire. On était très fort à un moment dans la profession, c'est que malgré, on a réussi à vaincre la loi principale du marché de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que même si on avait une pénurie de collaborateurs, pendant des années, quand même, on a réussi à maintenir des rémunérations relativement basses. Bon, ça s'est rééquilibré naturellement. Ensuite, comme vous l'avez très bien dit, les collaborateurs, c'est plus de l'alimentaire qu'ils cherchent. Ils veulent du sens au travail, avoir le sentiment d'utilité, de la reconnaissance, et il faut les impliquer. Alors c'est très difficile, il y a des raisons. On a encore parfois un management, si ce n'est autoritaire, au moins basé sur le taylorisme, n'ayons pas peur des mots, mais ce qui s'explique naturellement, parce que on a une grosse partie de notre métier qui est un métier de production. Qu'on le veuille ou non, notre cœur de métier, c'est de la production, TVA, les comptes annuels. On doit produire, j'utilise régulièrement la métaphore avec la restauration, avec mes clients restaurateurs, mais cette partie bilan, en gros, eux doivent fournir un maximum de plats en quelques heures tous les jours. Nous, on doit fournir un maximum de comptes annuels en quelques mois. Donc ça, cette partie production, elle est très difficile. Je suis totalement pour les entreprises libérées, mais vous imaginez bien l'ouvrier sur la chaîne de production en usine, on ne peut pas lui dire « fais preuve de créativité ». Non, on lui demande de produire un maximum de biens en un minimum de temps. Parce que aussi les clients attendent un service pour un certain prix, et c'est pas là où se trouve la valeur ajoutée. À côté de ce cœur de métier, cette production de présentation de comptes annuels principalement, on a des missions à plus forte valeur ajoutée, qui elles font appel à notre technique et notre capacité à analyser les choses dans leur globalité. Et sur ces missions-là, on fait preuve d'intellectuel. Et on peut donner réellement du sens et expliquer pourquoi à nos collaborateurs, pourquoi ils font les choses. Est beaucoup plus intéressant que de leur expliquer comment faire les choses. Et je pense que c'est primordial. Et comme vous l'avez dit, en fait, notre problème, j'entends souvent dire on a un problème d'attractivité. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. L'attractivité, on a une chance aussi. Alors, personne jouera dans la cour de récré
désolé si j'en déçois certains, au comptable ou à l'expert comptable. Ça n'arrivera jamais. Par contre, on a une chance, c'est qu'on a plein de personnes qui vont dans des filières, par exemple, type GEA, où on s'aperçoit que c'est des centaines d'élèves tous les ans, mais qu'à la fin, dans nos cabinets, on en retrouve très peu. Et en fait, ce qu'il faut, c'est garder nos collaborateurs et les fidéliser. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et pour les fidéliser, il faut les impliquer. Eh bien, oui. Pardon Florence, je te laisse tout de suite la parole, mais je trouve qu'effectivement, c'est un peu ce que je pense que tu vas essayer de montrer, c'est que fidéliser ces salariés, ça peut passer par travailler sur… alors moi j'aime bien quand tu dis que tu préfères parler d'être bien au travail plutôt que de bien-être au travail, et je pense que tu vas nous en dire quelques mots. Oui, merci Nicolas et surtout merci Monsieur Basset parce que je trouve que c'est extrêmement clair ce que vous avez présenté là avec effectivement les différents types de métiers que vous avez. Je voudrais juste faire une toute petite remarque. Même dans des métiers de production, on a travaillé nous beaucoup dans des usines. J'ai travaillé dans une usine où il y avait 1400 ouvriers. Donc là, vous allez vous dire, mais comment développer de l'autonomie pour des ouvriers quand on est à la chaîne et qu'on doit produire un certain nombre de… Là, c'était des moteurs, hein, donc… eh bien, on a réussi quand même à leur proposer des choses différentes. Vous savez, les gens, même s'ils veulent faire de la production et s'ils doivent faire de la production, il faut leur laisser des petits espaces de respiration où ils peuvent, j'allais dire, utiliser leur intelligence, apprendre des choses nouvelles, développer leurs compétences. Et ça fait aussi partie vraiment des choses essentielles si vous voulez conserver vos collaborateurs et les faire grandir, hein, leur faire apprendre des choses. Eh ben, c'est une des grandes raisons qui va vous permettre, j'allais dire, de les fidéliser. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais tout de suite rebondir sur votre propos. Alors moi, j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés. Alors c'est quelques clés, hein, j'en ai mis 3, sur comment manager un petit peu après le Covid, après ce qui vient de se passer. Je voudrais vous positionner juste après cette période-là parce qu'on vient de passer ça et on ne peut pas faire fi de cette période. On vient de vivre un moment hors norme, sans aucun référentiel. Et donc, moi, je vous propose 3 choses. 3 choses, c'est 1, voir si vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un retour d'expérience de ce Covid avec vos collaborateurs. 2, ce sera vous proposer les bases de la qualité de vie au travail, et c'est là que je vous expliquerai la grande différence que je fais entre le bien-être au travail et le être bien au travail. Et puis enfin, justement, quels sont tous les intérêts à travailler autrement en termes de bénéfices. Alors, premièrement, pourquoi faire un retour d'expérience après le confinement? Aujourd'hui, si vous voulez, il y a 3 types de managers, hein, et 3 types de patrons dans des entreprises telles que les vôtres. Il y a celui qui dit, bon, après ces 2 ou 3 mois de vacances, il va falloir rattraper le temps perdu. Et ça, c'est vécu comme très violemment par les collaborateurs. Extrêmement violemment. Le deuxième manager qui dit, comment s'est passé le week-end au moment où tout le monde rentre? Alors, il y en a peut-être qui sont déjà rentrés depuis un petit moment, donc c'est peut-être un peu décalé maintenant, mais qui n'osent pas parler en fait de cette période de confinement. Et puis, il y a le troisième manager qui dit, prenons le temps, effectivement, d'échanger, de se parler sur ce qu'on vient de vivre. Et comment, en fait, cette période peut nous aider aussi à réfléchir sur notre façon de travailler et pourquoi pas transformer un certain nombre d'éléments dans notre façon de travailler. Et pour moi, c'est ça qui doit redonner du sens. Monsieur Basset, vous l'avez très très bien dit. Donner du sens au travail, c'est ça qui donne de la motivation, qui crée la motivation. Et le sens, c'est 3 choses. Le sens, c'est… J'entends un micro qui fait du bruit. Je vais m'excuser, mais ça doit être difficile à supporter. Est-ce que quelqu'un peut éteindre son micro? Ah, merci. Donc les trois sens du mot sens, c'est le cas de le dire, c'est la sensation. C'est d'abord, effectivement, on a eu des sentiments très particuliers pendant ce confinement. On a tous eu des hauts et des bas. Il faut être capable de partager ça, de mettre des mots sur les émotions. Or, je sais que pour les hommes du chiffre, ce n'est pas du tout facile de mettre des mots sur des émotions. Deuxièmement, donner la signification, hein, et donner la direction. Donc la signification aussi du travail, c'est expliquer correctement en fait à chaque personne dans votre équipe en quoi elle est importante, en quoi elle contribue pour le travail du cabinet et pour le travail des clients. Parce que je pense que beaucoup de salariés sont, je le dirais,
cantonnés à des tâches, j'allais dire, souvent un peu répétitives, et où ils ne voient plus le sens complet. En fait, ils ne voient qu'une petite partie du travail, ils n'ont plus la vision globale. D'où l'importance à vous de vraiment donner ce sens et cette direction. Ça se fait de façon très simple, hein, ce retour d'expérience. C'est un petit espace de discussion sur le travail. Vous mettez les gens en équipe. Ça ne doit pas prendre 2 jours, ça doit prendre 1 heure et demie maximum. Il y a 2 questions à poser. 1, comment avons-nous vécu le confinement? Et il faut prendre le temps de mettre des mots là-dessus. Et là, c'est juste tout le monde s'exprime. Ça prend, 20 minutes à peu près. Et il faut que les gens puissent être en confiance pour pouvoir être capables de dire, bah, voilà ce que j'ai vécu de bien. Voilà ce que j'ai appris sur moi, voilà ce que j'ai appris sur l'entreprise, voilà ce que j'ai appris sur le monde du travail et comment j'ai vécu ce confinement en termes à la fois dans ma vie personnelle, hein, avec les hauts et les bas, et puis ce qu'on a fait de bien aussi. Parce qu'il y a eu énormément de choses positives, d'éléments très, originaux et dont les gens sont fiers en fait. Et c'est ça qui est important aussi de faire ressortir dans ces espaces de discussion sur le travail. Alors pour ça, il y a 3 éléments qui sont très importants. C'est votre capacité à animer ces retours d'expérience dans une posture particulière. C'est une écoute active avec positivité et objectivité. Ça veut dire écouter et entendre la parole de chacun. Ça veut surtout dire s'interdire de juger et analyser les choses en toute objectivité. Ça veut aussi dire accepter les nécessaires remises en cause. Parce qu'en tant que patron de votre cabinet, les gens vont peut-être vous dire bah, y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Bah oui, c'est possible. Savoir tirer des enseignements et à partir de ces enseignements, de décider des améliorations à mettre en place. Et ça, c'est vraiment important. Et puis peut-être, si vous avez plusieurs services dans votre cabinet, si c'est un plus gros cabinet, bah, comment est-ce qu'on peut aussi mettre en commun ce qu'on a récupéré comme bonnes idées, si vous voulez, avec les autres services pour capitaliser et éviter les doublons. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième, pour moi, et ça, c'est important, hein, parce que ça permet, si vous voulez, de prendre le temps de se poser après le confinement, même si les gens sont revenus travailler là depuis 15 jours, même si c'est, vous allez me dire, oui, mais ça fait déjà 15 jours qu'on a repris, c'est pas grave. Si vous prenez le temps de faire ce retour d'expérience, vous allez voir, vous allez en tirer des éléments extrêmement positifs. Alors, de l'autre côté, je dis, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail? Parce qu'il faut mettre de la qualité de vie au travail aujourd'hui. C'est un élément majeur. Alors, souvent, la qualité de vie au travail, on dit c'est le bien-être. Le bien-être, c'est les conciergeries, les tables de ping-pong, les baby-foot, la sophrologie, les massages, les cours de yoga, la méditation, les salles de sport. Tout ça, c'est de la qualité de vie, oui. Et c'est très efficace. Mais méfiez-vous, c'est de la qualité de vie hors travail. Et ça, pour moi, c'est un élément très important à vous partager parce que beaucoup de gens confondent en fait le bien-être avec le être bien. Et vous allez voir ce que c'est que le être bien au travail. Et vous allez voir pourquoi. Je vais même des fois jusqu'à dire que moi, je me bats un peu contre ce bien-être-là. On n'est pas dans le cœur du sujet. On est bien sur du hors-travail. Le plus important pour nous, et c'est un petit peu ce qu'on a mis au point chez Better Human, c'est toute une méthode qui nous permet de définir ce qu'est le être bien au travail. Et je suis sûre que vous comprenez déjà la différence, hein. Rien que dans le vocabulaire, entre le bien-être et le être bien au travail, c'est pas la même chose. Et le être bien au travail, c'est fait juste pour permettre aux gens de bien faire leur travail. Hein, vous voyez, en dessous, j'ai mis pour pouvoir bien faire son travail. Et ce qui est important dans ce être bien au travail, c'est d'être bien à 5 niveaux. Premier niveau, je vais commencer par le bas de la pyramide. Le premier niveau, c'est d'être bien dans son job, justement. Donc d'avoir une compétence, d'avoir un salaire, un contrat de travail, un environnement de travail correct pour travailler, des outils qui fonctionnent et des formations régulières, apprendre des choses. Deuxième niveau, c'est être bien dans sa tête et dans son corps. Là, on va se dire, ça veut dire qu'il faut être en bonne santé physique et mentale, comme disait Nicolas au début. Oui, il faut déjà en bonne santé physique et mentale. Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière la bonne santé physique et mentale? C'est l'autonomie que vous allez être capable de donner à vos collaborateurs. Comme le disait très bien M. Basset, ce qui compte, c'est de leur dire pourquoi il faut qu'ils travaillent, mais de leur laisser une marge de manœuvre sur le comment. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que quand on n'a pas d'autonomie sur son travail, qu'on n'a pas le pouvoir d'agir sur son travail, à ce moment-là, ça rend malade. Mais vous comprenez bien que derrière cette autonomie se cache un concept majeur dans le travail, qui est la confiance.
Parce qu'on ne donne une autonomie à quelqu'un que si on a confiance. Et la confiance, c'est un élément vraiment absolument majeur pour moi sur le être bien au travail. Si j'ai des collaborateurs qui me font confiance en tant que patron, et si moi, je fais confiance à mes collaborateurs, on va déjà avoir des éléments, j'allais dire les pierres angulaires du être bien au travail. Troisième niveau du être bien, c'est être bien dans son organisation de travail et justement avec son manager. Alors là, on parle du cœur du travail. Hein. Là, on est sur est-ce que le travail est intéressant? Est-ce que j'ai une charge de travail que je peux traiter? Est-ce que je suis capable de faire un travail de qualité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne me demande pas trop de faire de la quantité et que j'arrive plus à faire de la qualité? Vous voyez, c'est des questions de fond là qui sont très importantes. Quatrième niveau, c'est être bien au travail dans ses relations interpersonnelles. Alors là, est-ce qu'il y a du respect dans mon organisation? Est-ce qu'il y a un bon équilibre vie pro, vie perso? On a vu à quel point c'était important aujourd'hui. Et puis surtout, est-ce qu'il y a un collectif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un esprit d'équipe? Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'esprit d'équipe est fondamental. Et on vient de voir que dans le confinement, on a tous travaillé en télétravail, un peu loin les uns des autres. Donc, refaire équipe, c'est un vrai enjeu. C'est pas naturel, c'est un travail de faire équipe aujourd'hui. Surtout qu'on est dans un monde où on est tous devenus plus individualistes, vous comme moi, tout le monde. Donc faire équipe, mais c'est essentiel sur la capacité aussi d'une équipe à se soutenir. Et le soutien, c'est ce qui fait qu'on arrive souvent à passer les phases un peu difficiles de surcharge. Et Dieu sait que dans vos cabinets, vous en avez. Quand il n'y a pas de soutien et quand il n'y a pas de solidarité au moment où il faut sortir tous les bilans, eh ben, c'est compliqué. Et enfin, je terminerai être bien aussi avec sa gouvernance, c'est-à-dire voir quel est le sens de son travail, voir quelles sont les valeurs qui sont préconisées dans votre cabinet, quelle est la vision que vous avez de votre propre métier, et est-ce que cette vision elle est bien partagée par l'ensemble de vos collaborateurs. Et enfin, je termine par deux termes qui sont très importants aussi pour l'ensemble des salariés, c'est est-ce qu'il y a de l'exemplarité et de l'équité? Est-ce que tout le monde est bien traité de la même façon? Et nous, en fait, quand on arrive à avoir, alors là, je vous passe les détails, parce qu'en fait, nous, on a des questionnaires pour pouvoir mesurer ça, hein, de façon très, très scientifique. Et quand on a une pyramide toute verte, eh ben, on a des gens qui sont dans ce qu'on appelle la haute qualité humaine de votre organisation. Et cette approche, elle est très globale, parce que vous voyez qu'on traite l'ensemble des sujets du travail, avec nos 5 S, hein, le plus sûr, le plus sain, le plus simple, le plus serein et le plus de sens. Et puis derrière, c'est une vision zéro. L'objectif, c'est qu'il y ait demain dans toute organisation zéro incivilité, zéro manque de respect, zéro violence, zéro accident du travail, zéro maladie professionnelle, mais aussi zéro burn-out et zéro désengagement. Parce que les gens finissent par s'en aller quand ils sont plus engagés, qu'ils n'aiment plus leur métier. Mais s'ils aiment leur métier, qu'ils aiment les conditions dans lesquelles ils le font, qu'il y a un bon esprit d'équipe, les gens ils vont rester, je peux vous l'assurer. Et je voudrais terminer pour pouvoir laisser un petit peu de place aussi à la discussion et aux échanges, par vous dire que pour moi, la haute qualité humaine, notre métier, c'est de la révéler. Votre métier à vous, c'est pareil. C'est de révéler la haute qualité humaine qui sommeille, j'allais dire, dans chacun et chacune de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices. Et c'est quelque part, la haute qualité humaine, c'est pouvoir faire œuvre de sa vie professionnelle. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, juste pour lui permettre de faire un travail de qualité. Et quand on fait un travail de qualité, on construit l'estime de soi, on est fier de ce qu'on fait. Et c'est ça qui rend vraiment heureux au travail. Je voudrais juste terminer par 2 petites slides rapidement, pour vous dire, dans ce monde éminemment complexe, beaucoup plus rapide, beaucoup plus digital, où tout le monde veut un travail intéressant, sans contrainte, avec une vie équilibrée, et clairement, on a besoin d'un nouveau type de management. On a besoin de passer d'un management qui était celui du XXe siècle, où on avait une sorte de contrôle qui était très présent. On avait même ce que j'appelle l'orgueil du contrôle, c'est-à-dire c'était le chef tout-puissant, et c'était le chef qui savait, le chef qui avait raison, et c'était lui qui décidait. Et ce chef-là, aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, il ne peut plus tout savoir. Il ne peut plus forcément toujours décider et surtout, il n'a plus toujours raison. Et c'est pour ça qu'on doit passer aujourd'hui à des organisations beaucoup plus agiles, dans une dynamique du collectif,
hein, de la collaboration. On a besoin d'intelligence collective et donc de l'intelligence de chacun. Et donc, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas utiliser l'intelligence de vos propres collaborateurs. Et ça, c'est le message très positif que je voudrais donner, c'est que si vous êtes beaucoup plus dans le collaboratif, même si je sais que, comme l'a dit en introduction M. Basset, évidemment, il y a de la production, il faut sortir un certain nombre de points. Mais si vous le faites dans le collectif, avec une dynamique et une solidarité, ça va complètement changer la façon de travailler. Et je termine en disant que pour moi, le temps de la haute qualité humaine est venu parce qu'on a longtemps cru que c'était la performance qui développait la qualité de vie au travail. Or, moi, je peux vous assurer que c'est la qualité de vie au travail qui développe la performance. Et donc, plus vous vous occuperez correctement de vos collaborateurs, eh bien, meilleure sera non seulement leur santé, mais aussi la santé de votre entreprise. Voilà, je vous remercie. J'espère pas avoir été trop longue et laisser 20 minutes. Là, on a un peu plus de 20 minutes de discussion et d'échange. C'est toujours compliqué de travailler, de descendre tout seul une intervention de ce type-là sans voir les gens en face aussi. Mais en tous les cas, merci de votre écoute et surtout, nous sommes prêts avec M. Basset à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Florence. Eh bien, écoutez, alors, ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions, soit de les écrire, soit d'utiliser le petit bouton pour lever la main, et j'essaierai de donner la parole dans l'ordre. Et peut-être le temps que les questions vous viennent à l'esprit, j'ai envie quand même d'interpeller M. Basset, après avoir écouté cette deuxième partie de Florence. J'imagine que ça doit vous inspirer assez pour... Tout à fait. Je vais poser les premières questions, si vous aimez bien. Ça fait du bien, votre discours, docteur. C'est très enrichissant. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous convaincus. La richesse de nos cabinets, c'est nos collaborateurs. Et sans nos collaborateurs, on ne ferait pas grand-chose. On ne ferait pas grand-chose. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en ait pleinement conscience. Alors, ma deuxième remarque, c'est un petit brin d'humour. Alors moi, j'ai pas mis de baby-foot au cabinet, j'ai mis un billard. Donc, est-ce que je dois le retirer? Parce que j'ai quelques collaborateurs qui nous regardent, ils seraient peut-être pas tous d'accord avec ça. Et puis alors là, c'est personnel aussi, mais ça rejoint, je pense, beaucoup de consoeurs et de confrères. C'est que moi, je suis fâché avec le terme de confort de vie, qui sous-entend moins de vie pro et plus de vie perso. Moi, je suis plutôt un fervent de l'inverse. Moi, je préfère travailler 50-60 heures et m'amuser. D'ailleurs, ce que je dis régulièrement à mes proches, je ne travaille pas. Ils me disent « travaille moins ». Je dis « non, je ne travaille pas, je m'amuse ». Et vu que j'aime bien m'amuser, je m'amuse beaucoup. Et le jour où je commencerai à travailler, j'arrêterai. Mais vous voyez, comment dire, cette habitude qui vise à laisser penser que moins on a de vie pro, plus on a de vie perso et meilleure est la qualité de notre vie. Mais moi, je préfère m'épanouir 10 heures ou 11 heures par jour dans mon cabinet plutôt que avoir un job alimentaire où j'attends 17 heures la sonnerie pour rentrer chez moi. Alors merci, j'aime beaucoup vos deux questions. Alors sur le billard, surtout n'enlevez pas le billard. Hein. Je n'ai pas dit que c'était pas bien non plus d'avoir un baby-foot. Ce qui est problématique, c'est si on n'a que le baby-foot ou que le billard et qu'on ne s'occupe pas vraiment aussi du contenu du travail. Voilà, c'était plus ça. Et vous avez bien vu que c'était assez provocateur, ma façon de m'exprimer. Voilà, ça c'est le premier point sur le billard. En revanche, j'aime beaucoup ce que vous dites. Moi, je pense que ce qui construit aussi un être humain, bien sûr, c'est sa vie familiale, c'est sa vie personnelle, mais c'est aussi sa vie professionnelle. Et on voit bien, hein, je ne vous cache pas que nous qui vivons dans un pays où le chômage de masse est très important, clairement, on a des gros soucis sur l'évolution même psychologique en fait, des gens qui n'ont pas de travail. Donc avoir un travail, c'est extrêmement constructeur. Vous voyez, moi, j'en ai aussi un peu ras-le-bol du discours qu'il y a en disant que le travail rend malade. Moi, jamais je dis que ça. Le travail ne rend jamais malade. Ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce qui parfois peuvent rendre malade, oui, mais le travail est très constructeur pour l'être humain. Donc, bien entendu, je pense que après, chacun, en fonction de sa vie personnelle, doit pouvoir équilibrer les choses, bien sûr. Mais j'adore ce que vous dites. Moi, je suis évidemment aussi comme vous. Je pense que quand on a un travail qui nous plaît, et c'est ça qui est important,
c'est quand on aime ce qu'on fait que ça n'est plus du travail. Vous savez, le travail, ça vient d'un mot latin qui s'appelle le tripalium. Le tripalium, c'était un instrument de torture dans le mot latin. Donc ça peut être perçu comme une torture, le travail, mais j'aime beaucoup les Grecs aussi. Et chez les Grecs, le travail se dit panos, épanouissement. Et vous voyez qu'entre le tripalium et le panos, entre la torture et l'épanouissement, eh ben je dis aux gens, mais choisissez où est-ce que vous voulez aller. Moi. Voilà. Et donc si votre travail, si vous aimez votre travail et si vous pouvez arriver à donner l'envie du plaisir du travail à vos collaborateurs, mais là vous aurez tout gagné. Voilà ce que j'avais peut-être à répondre là-dessus. Est-ce que je ne vois pas de main levée pour l'instant. Moi, j'ai une question, ça m'a donné envie pendant que j'écoutais ce que tu disais, notamment sur la période qu'on vient de vivre. On va assister, tout le monde nous le prédit, à une pérennisation du télétravail. Tout le monde nous explique que voilà, ça nous a permis de nous rendre compte, et notamment dans votre profession, que finalement, on pouvait assez facilement remplir nos missions et notre fonction chez nous par le télétravail. Comment est-ce que tu penses, Florence, et puis peut-être M. Basset aussi, comment vous pensez qu'on peut demain associer cette envie aussi que les salariés vont avoir de pérenniser une forme de travail un peu différente avec la nécessaire proximité qu'on doit avoir avec les salariés et aussi avec ses clients? Je pense que la proximité, maintenant, elle n'est plus géographique. Ce qu'attendent, c'est vrai aussi dans nos cabinets, nous on a des clients, on est situé plutôt en région parisienne et dans le nord de la France, on a des clients dans toute la France. Moi, mon banquier, il est à 2 heures de chaque bureau. Il est plus proche et plus disponible que si c'était mon voisin. Donc la proximité, elle est plus seulement géographique. Par contre, pour avoir vécu le télétravail chez mon ancien employeur, c'est bien à petite dose. C'est-à-dire que 1 à 2 jours par semaine, c'est très bénéfique. Par contre, c'est ce qu'a très bien expliqué le docteur Bénichou, c'est que 5 jours en totalité en télétravail, on a tendance à travailler plus, à plus séparer. Et c'est pour les rapports sociaux, c'est pas bon du tout. Ça, je peux que vous conforter là-dessus. On a aussi beaucoup d'éléments, j'allais dire très scientifiques. On a beaucoup d'études qui ont été faites sur le télétravail à 1 ou 2 jours par semaine. Et là, on a vu une efficacité même sur la performance. Pas seulement le fait de moins de temps de déplacement, donc là, aussi pour la planète, c'est aussi bénéfique. Mais en revanche, sur le télétravail à 5 jours par semaine, on n'a plus le même niveau de performance. Et la performance chute parce que les gens sont plus individualistes, parce que effectivement cette solitude en fait devant son écran, elle est beaucoup moins riche en fait. Et d'où l'importance quand vous allez retrouver vos collaborateurs, ou même si vous les avez déjà retrouvés aujourd'hui, hein, c'est de prendre ce temps. C'est pour ça que j'ai voulu aussi, je suis un petit peu sortie du sujet, mais dire à quel point c'est important de faire un petit peu ce retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu. Ça peut être que positif en termes d'ouverture de dialogue. Et dans ce cadre-là, se dire justement, est-ce qu'on va garder le télétravail? Est-ce qu'on va le garder 1 jour par semaine? Est-ce qu'on va le garder 2 jours? Est-ce que c'est 1 jour pour tout le monde le même? Comment est-ce qu'on s'organise? Vous voyez, ça doit se discuter ensemble. Et ce n'est pas forcément au patron de décider ça. Vous voyez, c'est aussi un élément important. C'est un élément de discussion qu'on doit avoir. Pour plus de performance, hein, bien entendu. Mais pour moi, c'est très essentiel de prendre ce temps de reconnaissance aussi de ce que les gens ont fait, parce que vous avez aussi beaucoup de vos collaborateurs qui ont été en télétravail, qui ont beaucoup travaillé. Moi, l'élément majeur que je vois, on a fait une très grosse étude en France et à l'international, le télétravail, les gens ont fait beaucoup d'heures. Et beaucoup de collaborateurs m'ont dit, mais en fin de compte, on s'en était pas rendu compte au départ. En fait, on partait à la même heure, c'est-à-dire qu'on démarrait le travail à la même heure à laquelle on partait avant. C'est-à-dire le temps de transport a été transformé en temps de travail. Alors, je ne dis pas que toutes les heures étaient aussi efficaces, parce qu'on sait bien que quand vous aviez des enfants, le télétravail avec des enfants, et quand les enfants n'allaient pas à l'école, là, ça a été l'enfer pour les mères de famille ou les pères qui devaient gérer. Imaginez qu'il y avait 2 personnes dans la famille qui étaient en télétravail, hein, l'homme et la femme,
Et en plus, quand on a 2 ou 3 enfants à gérer, ça a été l'enfer pour eux. Donc, vous voyez, ça, c'est une population pour moi qui est très bien identifiée comme étant un risque. C'est ceux qui avaient des enfants. La deuxième population qui a été identifiée comme étant un risque, je vous le dis pour vous qui avez des collaborateurs parfois très jeunes, ce sont les célibataires jeunes vivant seuls dans des petits appartements. Alors, c'est eux qu'on retrouve le plus en détresse psychologique aujourd'hui. Et c'est eux qui ont d'ailleurs le plus envie de revenir au travail. Je vous le dis aussi, dans l'étude qu'on a faite. Et enfin, la troisième population qu'on a vue le plus à risque, ce sont plutôt les managers, c'est-à-dire c'est vous, parce que vous avez compensé aussi le fait que vous aviez un certain nombre de vos équipes qui n'étaient pas suffisamment disponibles, et donc vous avez surtravaillé par rapport à d'habitude. Voilà. Donc les managers, les chefs d'entreprise ont été aussi plus à risque dans cette période-là. D'autant plus que si il y avait des conséquences financières importantes pour eux, je peux vous dire que psychologiquement, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en grande tension aujourd'hui. Et vous les connaissez, vous les voyez, ce sont vos clients. Hein. Donc je pense que là-dessus, vous avez peut-être plus de choses à dire que moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, les 2 premières semaines, on a soigné l'humain. On a soigné l'humain et c'était nécessaire. Après, bien sûr, on a fait les prévisionnels de trésorerie, les aides, etc. Mais au début, on a vraiment soigné l'humain. Ça, c'est primordial. C'était primordial. Oui, ça me fait penser d'ailleurs à cette question. On nous annonce, j'espère que ce ne sera pas aussi terrible que ça, mais on nous annonce énormément d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté, donc des salariés aussi. Et les experts comptables, ils vont être aussi un peu en première ligne face à des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as un petit conseil à donner pour aborder aussi cette difficulté, cette étape qui peut être difficile à la fois, évidemment, pour les clients de vos cabinets, mais aussi pour vos salariés qui vont se retrouver en face de ces situations-là? C'est pour moi la question, Nicolas. Moi, je vais répondre. Oui, alors, attends, ça peut être pour les deux, mais… Alors, je vais répondre de mon, j'allais dire, de là où je parle, un petit peu de ma vision à moi là-dessus. Je pense que ça fait en grande partie, et ça, je pense que c'est important qu'en tant qu'expert comptable, vous l'intégriez, ça fait partie de la détresse psychologique aujourd'hui. Hein. Je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais en fait, il y a 3 raisons qui ont fait que les gens se sont retrouvés en détresse psychologique. C'est d'abord que la première, je vous l'ai dit, on s'est retrouvés mortels. Tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a une maladie, on peut mourir, et on a eu ça tous les jours à la télévision devant nous avec les nombres de morts qui se cumulaient tous les jours. Donc il y a eu cette peur face à la mort. La deuxième peur, qui a été très forte pour un certain nombre de personnes et qui a été, je dirais aussi, cyclique, c'est cette privation de liberté, ce confinement, cette interdiction de sortir, qui a été très difficile à vivre pour certains. Et donc ça a créé une peur aussi. Et une peur existentielle, là, hein, avec effectivement le retour sur qui je suis, la connaissance de soi, vous voyez, la réflexion par rapport aux relations avec les autres. Donc ça a créé une deuxième peur. Et la troisième peur, c'est celle que tu viens de soulever, Nicolas, qui est la peur toute simple, qui est celle de perdre son job. Et dans beaucoup d'entreprises, il va y avoir aussi cette troisième peur-là. Même si aujourd'hui les entreprises, je dirais, sont sous perfusion et avec le chômage partiel, je pense qu'effectivement, les experts comptables, vous allez être en première ligne face à toutes les dépôts de bilan, malheureusement, qu'il va y avoir et les fermetures d'entreprises. Mais là, je laisse M. Basset plutôt… Oui, vous l'avez bien résumé. Depuis mi-mars, on est en première ligne et derrière les entreprises, derrière tout ça, il y a des familles et bien souvent, l'entreprise fait vivre l'intégralité de la famille parce qu'en France, le tissu économique français il a cette particularité qu'il est composé à 98% de TPE. Et oui, c'est très compliqué. Après, c'est notre métier. Je crois que pour le conseil que je peux donner aux consoeurs, aux confrères, c'est surtout qu'ils se retrouvent en difficulté parce que des parts de collaborateurs sur charge de travail, c'est surtout de ne pas rester seul. Vous avez des syndicats qui sont là pour vous aider, les instances, il faut surtout vous épauler, appeler, restez pas seul, c'est pas une honte depuis l'arrivée. Ce qu'il faut, c'est tirer la sonnette d'alarme. Il
il y a toujours des solutions et la confraternité, ce n'est pas juste dans le code de déontologie, elle existe vraiment. Je trouve que c'est très bien de dire ça parce que c'est vraiment important de ne pas rester seul quand on a des problèmes aujourd'hui parce que vous n'êtes pas les seuls à les vivre et vous allez voir que vous allez aussi dans vos équipes, et ça il faut que vous vous y prépariez, vous allez avoir aussi des démissions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à réfléchir sur l'utilité de leur travail, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de changer de travail. Vous savez, on a beaucoup entendu parler du monde d'après. Alors le monde d'après, moi je ne suis pas sûre qu'il sera totalement différent du monde d'avant. Hein. Je pense qu'il y aura encore beaucoup du monde d'avant qui va revenir. Mais là, je pense que le temps qui a été donné à tout le monde, en fait, a poussé les gens à un petit peu réfléchir. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent bah, je ne vois pas tellement le sens de mon travail et donc j'ai envie de faire autre chose. Et c'est pour ça que je vous invite à faire ce petit retour d'expérience que je vous ai proposé pour partager le sens de votre travail, pour redonner du sens à tout le monde, parce que ça sera un des éléments très concrets qui vous permettra aussi peut-être d'en garder certains, d'en fidéliser d'autres. Et puis surtout, si vous avez des gens qui s'en vont, prenez le temps avec eux de comprendre pourquoi ils s'en vont. Parce que vous allez apprendre des choses aussi sur votre travail et des choses qui ne vous auront pas forcément dit avant, mais qui vont vous dire au moment où ils s'en vont. Ne loupez pas cette occasion, j'allais dire, de faire un point avec eux au moment où ils s'en vont. Je regarde si je vois encore des questions. Sinon, je pense que ça vaudrait peut-être le coup de vous relaisser. Alors Florence, ça pouvait déjà un peu faire amorce de conclusion, ta dernière intervention, mais on peut peut-être du coup se laisser ces 5 dernières minutes, un peu plus qui nous restent, pour peut-être voilà, se donner un peu de souffle pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit là, et puis peut-être dresser un peu une esquisse un peu du monde d'après pour les cabinets et leurs relations à la fois à leurs salariés et à leurs clients. Peut-être Monsieur Basset, si vous voulez avoir quelques mots de conclusion. Je pense qu'il faut, c'était très bien dit, il faut vraiment qu'on s'occupe de notre capital humain et qu'on donne du sens à nos collaborateurs. Et cette épreuve, on peut en sortir du positif également. Et le renforcement de la relation client, on a eu énormément de bons témoignages de nos clients. On a aussi des collaborateurs qui se sont révélés. Vous savez, c'est l'expression c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands hommes. Et il y a vraiment eu ça aussi, pris par un sentiment voilà, de responsabilité qui fait qu'on se surpasse. Et on s'est surpassé. Et je pense qu'il faut qu'on capitalise sur ce qui vient de nous arriver et qui n'est pas fini, parce que malheureusement, pour moi, on n'a encore rien vu économiquement, socialement et sociétalement de cette crise du Covid. Florence. Oui, alors moi, j'aurais envie de vous dire une chose, parce que je sais par expérience aussi, je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise qui me disent « Ah ouais, mais on n'en peut plus de tous ces salariés là qu'il faut brosser dans le sens du poil, là qu'il faut tout donner, on ne sait même plus ce qu'il faut leur donner pour pouvoir les garder. » Et donc je dirais, restez ce que vous êtes, c'est-à-dire restez aussi, ne vous transformez pas du jour au lendemain, sinon ça ne sera pas crédible. Soyez, je crois, authentique, soyez juste avec vos collaborateurs, très très important. Et je dirais, restez exigeants, parce qu'ils aiment avoir des patrons exigeants aussi. En revanche, donnez-leur de la fierté à travailler dans votre cabinet, de la fierté à faire un travail de qualité, de la fierté, là ils se sont surpassés, vous voyez. Et moi je pense qu'effectivement cette fierté-là, c'est super important, parce que c'est la fierté qui crée le lien d'appartenance en fait, qui crée aussi l'esprit d'équipe. Et je dis souvent, vous savez, pour faire collectif, moi je connais que deux manières de faire collectif. J'en connais pas 3, j'en connais que 2. La première manière qui est pour moi qu'on arrive à faire un collectif, c'est quand on en bave ensemble. Eh bien oui, là on vient de vivre un moment un peu particulier, et M. Basset, vous l'avez très bien dit, il y a des collaborateurs qui se sont révélés, qui se sont surpassés. Parce que c'était difficile, ils ont réussi à faire des trucs incroyables. Soyez fiers d'eux, dites-leur, félicitez-les.
Parce que c'est cette fierté qui donne envie de continuer. Et moi, vous voyez, c'est vraiment un mot fort sur lequel j'aimerais insister. Donc ce côté, on en bave ensemble, ça c'est vrai. C'est une façon effectivement de créer du collectif. Et la deuxième façon que je connais de créer du collectif pour moi, et c'est pas des choses compliquées, hein, c'est aussi de rire ensemble, de passer un bon moment ensemble. Et donc après, j'allais dire une phase un peu difficile qu'on a pu avoir à vivre, je ne sais pas si après tous les bilans que vous avez à sortir de temps en temps, vous faites un repas avec vos équipes pour partager aussi ensemble, lâcher la pression, remercier les gens. Voilà, vous savez, la première chose dont les gens se plaignent, et moi ça fait 450 diagnostics que je fais dans des entreprises de toute taille, la première chose dont ils se plaignent tous, c'est la non-reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils disent on a l'impression d'en donner beaucoup à nos boîtes, elles en donnent toujours plus, et en fait on n'a jamais un merci, on n'a jamais voilà, le remerciement soit du résultat, soit même de l'effort qu'on a fait pour y arriver. Donc si vous arrivez à comprendre qu'en valorisant la fierté de vos collaborateurs à travailler dans votre cabinet et en les remerciant de façon simple, hein, alors ça peut être un remerciement évidemment, ce qu'on appelle nous la reconnaissance financière, mais ça peut être aussi une reconnaissance symbolique. Ils attendent beaucoup plus de reconnaissance symbolique que financière. Voilà, ça c'est un message aussi extrêmement important que je voudrais vous faire passer, parce que pour moi, c'est quand on arrive à faire bien son travail, on est fier de ce qu'on fait. Quand on arrive à se surpasser, on est fier de ce qu'on fait. Et cette fierté-là, c'est un élément majeur de la construction avec la confiance, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, pour garder et attirer vos collaborateurs. Bien, écoutez, merci. On arrive un peu au terme de cette heure qui nous était allouée. Moi, j'ai envie de dire que voilà, cette catastrophe sanitaire nous oblige à repenser notre relation à l'environnement de manière générale. Et je pense que aussi bien l'environnement au sens premier du terme, mais aussi à tous nos environnements, et peut-être aussi à notre environnement de travail. Et je pense que ça peut être en tout cas une opportunité pour se reposer et repenser tout ça. Merci beaucoup Florence et merci Charles d'avoir animé cet atelier, d'avoir éclairé, j'espère, tous les participants. J'espère que vous aurez été convaincus que, en investissant sur ces sujets-là, sur la qualité de vie au travail et sur la qualité humaine de ses salariés, on contribue à la performance de son entreprise et puis on se rend plus attractif et on se redonne du sens, d'abord à soi-même peut-être, mais aussi à ses salariés et aussi du coup à ses clients. Voilà, je dois vous informer que vous pouvez vous rendre sur le stand du groupe Aesio et qu'il y a un jeu concours qui est gratuit et sur lequel vous pourrez gagner une Wonderbox bien-être. Et ou être bien, hein, Florence, c'est comme on veut. Bon, écoutez, voilà. portez-vous bien tous et prenez soin de vous et prenez soin de vos équipes. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin de congrès. Merci, bonne fin de congrès. Au revoir. Au revoir. Au revoir.